Bienvenue. On est vraiment heureuse de vous compter parmi nous aujourd'hui. On voulait faire une petite introduction. Donc, quand je dis on, c'est que je suis accompagnée aussi de Marie-Pierre et Zoé de la Direction de santé publique de Montréal. Et moi, c'est Sophie Gadebois. Je travaille pour Montréal Physiquement Active. Et puis, on vous invite, en fait, on vous accueille aujourd'hui dans un webinaire qui va porter sur les faits saillants des résultats du sondage des SGE qui a été réalisé en 2024 dans le cadre du portrait des habitudes de vie des enfants de 0,5 ans montréalais. Puis ce projet de portrait a été coporté par Montréal Physiquement Active, donc l'organisme pour lequel je travaille, et la DRSP de Montréal. Puis je voulais juste vous dire deux mots sur Montréal Physiquement Active. Donc, on est un réseau qui travaille en concertation, puis on vise à instaurer des changements favorisant un mode de vie physiquement actif pour toute la population montréalaise. Donc, Montréal Physiquement Active fait partie de Montréal Métropole en santé, qui est la table intersectorielle en saines habitudes de vie pour la région de Montréal. Puis, on va vous laisser plus d'informations sur nous si jamais vous avez des questions. On vous laisse un lien vers le site web un peu plus tard. Donc, c'est ça. Je vous ai parlé de Marie-Pierre et Zoé. C'est mes collègues qui vont prendre le relais pour les faits saillants. Mais moi, je vais juste vous présenter pour commencer l'étiquette de la rencontre pour aujourd'hui. Comme vous avez vu, votre micro a été éteint quand quand vous êtes connecté. Euh, mais en fait, on vous invite à le garder fermé jusqu'à la période de questions. Si jamais vous voulez poser une question à voix haute, n'hésitez pas à enlever manuellement ce réglage-là sur votre micro. On vous invite aussi à utiliser le clavardage pour écrire vos questions si jamais vous avez des questions qui vous viennent pendant la présentation de certaines données. Puis moi, je vais reprendre ces questions écrites-là au moment des périodes de questions. Et on va au même moment vous inviter à prendre la parole si vous y avez des nouvelles questions. Et puis, dernièrement, pendant la période de questions, on va vous inviter à utiliser la fonctionnalité de lever l'émoticône lever la main. Et puis ça se fait dans le menu ici où il y a les réactions. Dans le bas de votre écran, dans le bandeau Zoom, vous devriez voir un petit dessin de cœur. Puis quand vous cliquez sur ça, il y a la possibilité de lever une main. Donc, voilà pour l'étiquette de la rencontre. Et puis, on va aussi vous inviter dès maintenant à accéder à un site. Tantôt, on va lancer un sondage interactif pour prendre de l'avance sur cette partie-là de la présentation. On vous invite à ouvrir sur votre écran d'ordi ou scanner avec votre téléphone le code QR ici. Donc, si vous passez par le site web, vous allez sur wooclap.com, puis il y a la possibilité d'identifier à quel sondage vous voulez participer, puis c'est ici que vous allez écrire SHV05. Donc, je vais laisser encore une minute à l'écran le code QR, puis on va le remontrer un peu plus tard quand ça va être le temps de participer. Donc, voilà, je vais attendre encore un petit peu, puis sinon, après, je vais laisser la parole à mes collègues pour le début de la présentation. Donc, inquiétez-vous pas, je vais aussi le remettre dans le clavardage, le lien d'accès. Donc, je partage, je lance la parole à mes collègues maintenant. Bonjour tout le monde. Zoé Brabant, je suis médecin à la santé publique de Montréal. Ça nous fait plaisir aujourd'hui de vous présenter les résultats de ce portrait. Premièrement, on va faire une en contexte du projet. En fait, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une partie d'un plus grand tout, un plus grand portrait des saines habitudes de vie des tout-petits. Et ensuite, on va avoir le plus gros de la présentation. Ça va être une présentation des faits saillants sur les résultats du sondage, sur l'activité physique et l'alimentation en particulier. Puis après ça, on aura une période de questions et on parlera des prochaines étapes par la suite. Mise en contexte. Donc, euh, Pourquoi on a fait un projet, un portrait des saines habitudes de vie des tout-petits à Montréal? C'est premièrement parce qu'on reconnaît l'importance d'adopter des saines habitudes de vie chez les tout-petits dès le plus jeune âge pour favoriser leur santé et leur développement, puis aussi leur santé à plus long terme.
C'est la prémisse de notre projet. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on a très peu de données sur ce sujet-là et en particulier aucune donnée montréalaise. On n'avait aucune donnée montréalaise sur le sujet des habitudes de vie des tout-petits et qu'on avait besoin de mieux connaître la situation pour mieux guider les actions qui nous aideraient à favoriser les saines habitudes de vie des tout-petits. Donc, c'était un peu la prémisse de tout ça. Alors, on a décidé de brosser un portrait des saines habitudes de vie, des habitudes de vie, en fait, des tout-petits Montréalais, en particulier l'activité physique et les habitudes alimentaires dans les deux milieux de vie les plus importants pour eux, soit la maison et le service de garde. Ça a été quand même un gros projet qui a impliqué pas mal de monde. Donc, vous avez ici l'auteur principal du portrait transversal. Donc, on va vous en reparler plus tard, mais ce qu'on présente aujourd'hui a été publié dans un rapport complet où il y a toutes les parties du projet. Et vous avez l'hyperlien un peu plus tard dans la présentation si vous êtes intéressé d'en savoir davantage. Donc, les analyses, les statistiques, donc les tableaux qui sont dans cette présentation aujourd'hui ont été réalisés par Véronique Gosselin, qui est chercheure consultante, qui travaillait pour Montréal Métropole en santé comme consultante dans le cadre de ce projet. Il y avait aussi plein de personnes impliquées de la Direction de santé publique de Montréal et de Montréal physiquement active. Vous avez une liste ici, donc, de personnes qui ont été impliquées avec une expertise de contenu pour ce sujet et la direction aussi. Enfin, il y avait un grand comité aviseur qui a contribué au projet tout au long, avec des experts du milieu des universités, de différents ministères, du milieu communautaire, donc différentes origines qui ont participé au comité aviseur qui a aidé à orienter ce projet. Le projet comportait donc trois volets. Le premier concernait les services de garde. Donc, c'était vraiment un sondage en ligne pour évaluer les environnements favorables à la santé et au mode de vie physiquement actif et à une saine alimentation dans les services de garde éducatifs à l'enfance de Montréal. Donc, ça, c'est le volet qu'on va présenter plus en détail aujourd'hui. Ensuite, le deuxième volet concernait les habitudes de vie des enfants 0-5 ans dans leur milieu de vie familial. En particulier, donc, l'activité physique et l'alimentation toujours, mais aussi le sommeil et l'hygiène buccale dans ce cas-là. Donc, ça, c'était un sondage en ligne aussi. Et le troisième volet, c'était auprès des enfants. Euh, donc, on a consulté avec l'organisme Concertation Montréal les enfants de 4 et 5 ans dans des services de garde de différents quartiers de Montréal. On les a consultés sur leur perception de leur activité physique et leur alimentation, avec évidemment des activités appropriées à leur âge. Ça a été vraiment très instructif de voir leur perspective. Puis eux, on les a consultés à la fois sur leur vie dans le service de garde et leur vie à la maison. Donc, ça a été très intéressant de pouvoir comparer les trois volets. Je précise qu'on a consulté 400 parents de l'île de Montréal. Donc, c'était quand même un bel échantillon. Évidemment, Montréal, c'est grand, mais c'est quand même intéressant d'avoir la perspective de 400 parents. Voilà. Du côté des services de garde, voici un peu les personnes qui ont répondu. Donc, c'était un sondage qu'on a envoyé à tous les services de garde de Montréal, qui était en ligne et qui était anonyme. Donc, on a eu quand même une bonne réponse de tous les types de services de garde éducatifs à l'enfance, des centres de la petite enfance, des garderies privées subventionnées, des garderies privées non subventionnées et des services de garde en milieu familial. Une proportion relativement équivalente de chaque type a répondu au sondage. Si on regarde de manière plus globale, sur les 2798 services de garde à qui on a envoyé le sondage, il y en a 629 qui ont répondu au sondage. Ça nous donne à peu près 22 On était quand même assez satisfait de ce taux de réponse-là. Donc, on pense vraiment que ce qui est sorti de là représente quand même une belle variété de perspectives parmi les services de garde montréalais. Donc, c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je passe la parole à ma collègue Marie-Pierre. Oui, bonjour. Donc, Marie-Pierre Lavallée, je travaille à la DRSP, donc avec Zoé, plus particulièrement dans l'équipe de proximité, l'empérinatalité petite enfance à la DRSP de Montréal.
Donc ici, on vient, là, comme l'a expliqué Zoé, puis Sophie, c'est vraiment vous présenter les faits saillants des résultats. Donc, évidemment, en allant dans le portrait complet, il y a plus d'informations, il y a plus de données, mais là, avec l'heure qu'on a, puis on a vraiment essayé de cibler là, les éléments qui pourraient vous intéresser là, concernant les résultats au sondage qui ont été complétés par les services de garde montréalais. Donc, juste vous rappeler aussi que tous ces résultats-là, c'est en fonction des 629 là, répondants là, à ce sondage-là. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de réévaluation des résultats, quoi que ce soit. C'est vraiment les personnes qui ont répondu au sondage là, qu'on vient vous partager les résultats aujourd'hui. Donc, le premier volet sur l'activité physique chez les enfants 0-5 ans. Donc, il y avait quand même dans le sondage des éléments de questions concernant plus particulièrement les groupes de poupons. Donc, les 0-18 mois, juste pour vous situer, là, il y avait dans le fond 75 là, le trois quarts là, des services de garde qui ont répondu, qui avaient des places réservées aux poupons dans leur milieu de garde. En tout, donc, c'est 472 services de garde là, qui avaient des places poupons. Donc, de ces 472 services de garde-là, au niveau du jeu à l'extérieur, parmi les services de garde qu'on a sondés, on a vu qu'il y avait 77 qui vont dehors tous les jours l'été. Donc, l'été ici, on s'entend que c'est la période estivale comme de mai à octobre, là, qu'on sait que c'est quand même un petit peu plus facile normalement d'aller à l'extérieur, de se déplacer. Pour l'hiver, c'est 39 qui vont dehors tous les jours l'hiver. Puis je rappelle, c'est vraiment avec les groupes poupons. Là, ici, il y aura des informations un petit peu plus loin pour les 18 mois, 5 ans. Donc, vous voyez dans le tableau, il y a d'autres informations aussi là, qu'on peut voir au niveau de la répartition pour cette partie du questionnaire-là. Par la suite, bien, c'est 31 qui vont dehors au moins 1 heure pendant l'été, contre seulement 2 en hiver. Donc, on voit quand même une différence marquée, puis on comprend aussi que le contexte à l'extérieur l'hiver est différent de celui l'été. Donc, c'est quand même un facteur important qui favorise le jeu à l'extérieur, c'est la présence d'une cour suffisamment grande pour courir. C'est ce qui est ressorti dans le sondage auprès des services de garde qui ont répondu. On peut voir là, dans le tableau aussi, là, donc ces comparatifs-là. Quand on regarde au niveau de entre 30 minutes et 1 heure en moyenne, ben là, c'est sûr qu'on a des plus hauts pourcentages. Pour la prochaine diapo. Alors ici, c'est vraiment le jeu à l'intérieur parce qu'on voulait quand même savoir un peu, oui, l'activité physique à l'extérieur, on sait que justement, il peut avoir une plus grande dépense énergétique, mais à l'intérieur aussi. Donc, on voulait regarder au niveau des poupons, parmi les services de garde là, qui avaient été sondés, il y en avait 77 qui nous disaient offrir plus de 2 heures par jour de temps au sol, avec, on considère là, avec assez d'espace pour se retourner, pour ramper, pour s'asseoir, se lever, donc se déplacer librement. On peut regarder là, dans le graphique qui suit, justement, tu sais, le reste, c'est quand même des proportions qui sont beaucoup plus basses, là. Donc, c'est vraiment une grande majorité quand même là, qui vont avoir assez d'espace pour laisser bouger les poupons. Par la suite, là, la prochaine section, c'est vraiment au niveau des 18 mois 5 ans, donc les groupes de trottineurs et plus vieux. Au niveau du jeu actif à l'extérieur, ben on a remarqué là, dans le sondage qu'il y avait 94 des services de garde qui vont dehors tous les jours l'été. Donc, c'est pas nécessairement étonnant au niveau de ces résultats-là. On le voit beaucoup hein, dans les cours l'été, les enfants jouent dehors. Pour l'hiver, on est à un pourcentage de 71 donc c'est quand même plus du 2 tiers là, des services de garde qui vont dehors tous les jours l'hiver avec les groupes de 18 mois 5 ans. On peut voir aussi, là, vous avez, juste pour vous dire aussi, le PowerPoint va être partagé par la suite, là, donc vous n'avez pas à tout prendre ça en note, là, si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin, il va être disponible à la suite de la présentation. Puis finalement, 63 qui sortent au moins 1 heure pendant l'été, contre seulement 8 en hiver. Donc, c'est sûr qu'encore là, on voit une différence entre été et hiver, même chez les groupes de 18 mois 5 ans. Puis, encore une fois, c'était la présence d'une cour extérieure qui est suffisamment grande pour courir, qui va favoriser un jeu actif là, à l'extérieur. Ensuite, pour la prochaine diapo, donc toujours chez les 18 mois 5 ans, là, au niveau du jeu actif à l'intérieur, il y a un peu plus de la moitié là, des services de garde qui offrent plusieurs occasions de jouer activement à l'intérieur chaque jour.
On peut le voir là, dans le graphique qui suit, là, si on fait le cumul de plus de 3 fois par jour, puis 2 à 3 fois par jour, ben, ça nous donne justement le plus de la moitié, 57% des services de garde qui ça donne à du jeu actif à l'intérieur. Un autre fait intéressant qu'on voulait vous partager, c'est qu'un peu moins de la moitié, donc 46%, rapportent avoir un local de motricité dans leur service de garde. Donc, ça peut être quand même un facteur qui influence le jeu actif à l'intérieur. Au niveau de l'activité physique, toujours, des comportements sédentaires. Donc ici, là, juste vous spécifier qu'est-ce qu'on entend par comportement sédentaire, puis qui était expliqué dans le sondage partagé au service de garde. Ça exclut évidemment la période des repas, de collation et de sieste, mais ça inclut par exemple les activités de lecture, les jeux à table, les jeux assis, le bricolage, le temps d'écran par exemple. Donc parmi les services de garde qui ont répondu au sondage, il y en a 45% qui ont indiqué s'adonner à des activités de nature sédentaire entre 1 heure et 2 heures par jour. Puis ensuite, il y en a 18% qui le font pendant plus de 2 heures par jour. Donc, on voulait quand même vous partager ça aussi. Là, on le voit là, dans l'encerclé entre 2 et 3 heures, puis 3 heures et plus d'activité sédentaire. À la prochaine diapo, bien, on parle ici du temps d'écran. Ça faisait partie du sondage. On voulait voir un peu l'utilisation que ça peut être faite auprès des enfants dans les services de garde qui ont répondu. Donc, juste vous dire, utilisation d'écran ici, on ne fait pas la différence entre si c'est utilisé à des fins pédagogiques ou pour des activités de divertissement, là. Donc, juste dire que, tu sais, l'utilisation, on ne fait pas la différence dans les résultats ici. Donc, on dit que 47% ils ont rapporté ne jamais utiliser les écrans dans leur milieu de garde. Puis, tu sais, l'utilisation quotidienne est vraiment marginale dans ce cas-ci. Là, on voit que c'est 3% là, dans le graphique qui suit, là, qui vont utiliser les écrans quotidiennement. Donc, pour reprendre, au niveau des barrières principales aux jeux à l'extérieur en service de garde, toujours selon les résultats de notre sondage, ben ça sera pas étonnant. Dans 81% des cas, on mentionne que c'est la température qui est un obstacle principal. Donc, tu peux avancer. Ouais, merci. Donc voilà, la température. Puis ici, la température, on considère été comme hiver, que ce soit autant des cas de chaleur extrême ou de froid, là. Donc, c'est ça qui était pris en considération dans les barrières. Au niveau de la formation de glace aussi pendant l'hiver, hein, que ce soit dans la cour extérieure ou sur les trottoirs, ça peut être vraiment un enjeu, là, une barrière pour sortir avec les enfants. Puis, il y a quand même aussi la difficulté de déplacement avec des gros poupons, hein. C'est sûr que se promener en poupon-bus, c'est très lourd. Pousser ça dans la neige, c'est pas nécessairement évident. Puis même les poupons aussi, eux-mêmes, on sait très bien qu'en habit d'hiver, c'est moins facile les déplacements. Donc, c'est en gros ce qui est ressorti au niveau de notre sondage pour la section activité physique. Maintenant, pour regarder un peu c'est quoi les recommandations pour un mode de vie physiquement actif en service de garde. Donc, ici, on s'est basé également on s'est basé sur le cadre de référence de Gazelle et Potiron, hein, qui découle du ministère, donc du gouvernement du Québec, qui a été fait en 2017, qui a été partagé vraiment largement, évidemment, dans les services de garde éducatifs à l'enfance partout au Québec. Puis c'est vraiment un cadre là, qui est là pour créer des environnements favorables à la saine alimentation, pour accompagner les différents milieux de garde là, à implanter là, des actions concrètes pour arriver justement aussi au jeu actif, au développement moteur en service de garde, puis comme je disais, à la saine alimentation. Donc c'est un incontournable. Puis juste à titre d'information, il y a 79%, là, presque 4 sur 5 des services de garde qui ont participé au sondage, qui connaissent, là, qui ont mentionné connaître ce cadre de référence. Par la suite, juste pour détailler un petit peu plus les recommandations de ce guide-là. Donc, il y a amener les enfants jouer à l'extérieur plus d'une fois par jour, hein, peu importe la saison et la température. Ça fait partie des recommandations dans ce cadre-là. Ensuite, il y a encourager le jeu actif par des activités plaisantes et ponctuées de défis, hein, de s'assurer qu'il y a quand même, on respecte le niveau de développement des enfants tout en leur amenant quand même un certain degré de défi. Ensuite, ben, ça vient un peu ensemble d'aménager un environnement stimulant, fonctionnel, puis sécuritaire à l'intérieur comme à l'extérieur. Ensuite, d'offrir plusieurs périodes pour jouer activement au cours de la journée. Puis, tu sais, ça peut se faire évidemment à l'intérieur également, pas seulement à l'extérieur.
On recommande également, dans ce cadre, d'éviter de prolonger les activités de nature plus sédentaire, puis d'éviter l'utilisation de la télévision, des écrans ou de l'équipement audiovisuel en service de garde. Donc, il y a aussi un complément au niveau des recommandations canadiennes en matière de comportement sédentaire qui vont dans le même sens que eux, même si peu, qui préconisent là, que les 0,5 ans ne devraient pas être immobiles pendant plus d'une heure à la fois ou rester en position assise là, pendant des périodes prolongées. Donc, de vraiment avoir des périodes un petit peu moins actives, mais qui durent pas trop longtemps. Donc, par la suite, on rentre au niveau de l'alimentation. Puis là, je sais qu'on vous amène beaucoup d'informations. Si jamais il y a des questions qui vous viennent en cours de route, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat, puis on y reviendra là, à la période de questions sans problème. Donc, au niveau de l'alimentation chez les 0,5 ans, il y avait des questions dans le sondage qui concernaient les signaux de faim et de satiété. Parmi les services de garde là, qui ont été sondés, il y avait 84 là, dont un peu plus là, de 4 sur 5 milieux de garde qui permettent souvent ou toujours aux enfants de choisir la quantité d'aliments qu'ils vont consommer lors des repas pris à la garderie. Donc, si on regarde le tableau à côté, c'est justement le cumulatif là, entre toujours et souvent là, qu'on vous présente ici parce qu'on trouvait que c'était quand même des éléments plus saillants à vous partager. Puis, une autre information qu'on trouvait pertinente, c'est qu'il y a 92 qui n'utilisent jamais la nourriture comme outil de négociation. Donc, exemple de moyen de négociation, c'est tu n'auras pas de dessert si tu manges pas ton plat au complet. Donc, ce type d'intervention-là. Par la suite, lorsqu'on parle de l'ambiance lors des repas, parmi les services de garde qui ont été sondés toujours, il y a 86 qui vont consacrer plus d'une heure au repas et aux collations dans une journée type. Donc, voilà, contre 14 qui accordent moins d'une heure. Autre élément qu'on voulait vous apporter ici, c'est qu'il y a 38 qui font face à au moins un obstacle au bon déroulement des repas. Puis dans 21 de ces services de garde, l'obstacle principal qui est revenu dans le sondage, c'est l'énergie du groupe. Donc on sait que quand même, ça peut amener beaucoup d'activités chez les enfants à la période des repas. Donc on sait que ça peut être quand même un obstacle au niveau du bon déroulement puis de l'ambiance lors des repas. Donc ça ressortit ici comme ça dans le sondage. Au niveau de l'offre alimentaire, ben, parmi tous les services de garde qu'on a sondés, tous, dans le fond, qui ont indiqué offrir au moins un aliment de chaque groupe alimentaire à tous les repas ou presque. Puis, concernant l'offre d'eau, ben, il y a 87 là, qui mentionnent offrir de l'eau régulièrement au cours de la journée dans leur service de garde. Ensuite, on est au niveau c'est de l'alimentation responsable. C'était des questions, il y avait quelques questions concernant ce volet en milieu de garde. Donc, parmi les services de garde sondés, il y en avait 97 qui font au moins une action concernant le choix des protéines offertes. Il y avait également 72 qui combinent la viande avec des protéines végétales dans les recettes. Puis enfin, on trouve intéressant aussi de dire que c'est quand même un peu plus de la moitié des services de garde qui vont proposer des repas végétariens et ou végétaliens aux enfants de leur service de garde. On peut voir là, dans le graphique qui suit là, que c'est vraiment de façon très marginale là, que c'est seulement 3 des milieux de garde qui ne font pas d'action là, concernant le choix des protéines en service de garde. Puis le reste, vous voyez la répartition. Il y avait aussi l'aspect de réduire la viande rouge, là, qui avait été dans un peu plus de un service de garde sur 4, là, mentionné dans des actions. Ensuite, on continue avec l'alimentation responsable et on avait aussi une curiosité à aller chercher de l'information concernant les activités de jardinage, si c'était fait avec les enfants en service de garde. Donc, parmi les services de garde, c'est un peu plus du trois quarts qui font des activités de jardinage avec les enfants. Puis, on sait que ça favorise là, la découverte des aliments de la valeur nutritive, qui comprennent concrètement que les enfants, les aliments ne poussent pas à l'épicerie. Donc, voilà pour cet aspect. Ensuite, au niveau du gaspillage alimentaire, ce qui est ressorti dans notre sondage, c'est que 96 ils indiquent faire au moins une action pour réduire le gaspillage alimentaire. Puis, dans 70 des cas, ils servent de plus petites portions et en resservent aux besoins. Donc, ça, c'est vraiment la stratégie, là, quand on va voir au prochain au tableau qui vient. C'est la stratégie là, qui est le plus ressorti là, d'ajuster les portions là, vraiment en fonction de l'appétit des enfants.
Puis là, c'est écrit en petit, là, mais tout ça se retrouve, comme je le mentionnais, dans le portrait, mais il y aurait aussi des actions comme bien effectuer la rotation des aliments afin que, dans le fond, les premiers aliments rentrés soient les premiers à sortir. Ensuite, d'utiliser, par exemple, des fruits ou des légumes là, qui sont peut-être un petit peu plus abîmés, moins intéressants là, dans d'autres recettes comme la soupe, muffin, potage, etc. Composter les aliments aussi, c'est un service de garde sur 3 qui mentionne pouvoir composter leurs aliments, les restants. Puis voilà, donc il y en a qui vont même jusqu'à distribuer les restes dans des organismes ou dans des frigos communautaires collectifs. Donc, dans le sondage qui est ressorti au niveau des principaux obstacles à l'amélioration de l'offre alimentaire, ben, c'est pas bien loin de ce que vous nous avez répondu, sauf qu'ici, à la différence, il y avait quand même il y avait l'option, quand on posait cette question dans le sondage, de dire si, il y avait aucun obstacle, dans le fond, qui limitait la capacité de votre service de garde dans l'amélioration de la qualité puis de la diversité de l'offre alimentaire. Puis dans 40% là, des milieux de garde, c'est ça, on mentionnait qu'il n'y avait aucun obstacle, mais sinon, tout de suite après, on voyait bien que c'était le coût des aliments là, qui était un des principaux obstacles. Ensuite, comme ça a été mentionné aussi dans le sondage, hein, les habitudes, les restrictions alimentaires des enfants, c'est sur allergie, mais aussi au niveau du goût, des goûts de chacun. Ensuite, manque de main-d'œuvre, hein, ça a ressorti aussi dans le sondage WooClap, comme quoi c'était un facteur qui était limitant dans ce cas-ci. Puis, il y avait aussi 13% qui avaient répondu d'autres obstacles. Puis ici, quand on demandait de donner un petit peu plus de détails, ben, ce qui ressortait, c'était par exemple le temps pour planifier ou préparer les repas, qui était un obstacle, faire les courses ou le manque de connaissances pour cuisiner certains aliments, qui étaient peut-être moins chers et plus abordables, mais qu'on ne savait pas nécessairement comment les apprêter pour les enfants. Donc, il me reste justement juste les recommandations au niveau des habitudes alimentaires, puis de l'alimentation responsable par la suite. Donc, toujours selon le même cadre, Gazelle et Potiron, les recommandations sont d'utiliser là, des stratégies éducatives qui favorables au développement de saines habitudes alimentaires, d'une image corporelle positive, puis d'une relation saine avec la nourriture. Par la suite, venait aussi la recommandation de respecter les signaux de faim et de satiété des enfants 0,5 ans, puis d'éviter là, l'utilisation, dans le fond, des aliments en guise de récompense, de punition ou comme moyen de négociation. Ensuite, on en parlait tantôt également, et assurer un contexte de repas propice à la saine alimentation et à la découverte des aliments. Donc, ça peut être soit évidemment accorder plus de temps aux périodes de repas et de collation, mais aussi de favoriser une atmosphère agréable à l'occasion des repas. Donc, certains vont tamiser un petit peu l'ambiance pour aider justement là, à la gestion de certains comportements. Pour niveau d'offrir une variété d'aliments à valeur nutritive élevée puis en quantité adéquate, ben ça mentionne aussi là, au niveau du cadre de Gazelle et Potiron d'offrir là, chaque jour aux 0,5 ans là, des repas composés d'aliments selon les recommandations du Guide alimentaire canadien, puis en encourageant les enfants à boire de l'eau là, tout au long de la journée. Enfin, au niveau des recommandations pour une alimentation responsable, ben ici, il y a un outil complémentaire à Gazelle et Potiron qui a été publié en 2022. Donc ici, on voulait vous partager là, certaines recommandations, puis on mentionne de privilégier l'achat d'aliments locaux, responsables et hauts en valeur nutritive, évidemment, quand c'est possible au niveau du budget. Adopter des pratiques favorisant un système alimentaire durable, tel la réduction de la consommation de la viande rouge, au profit de protéines à faible impact environnemental, comme par exemple des protéines végétales, la diminution du gaspillage alimentaire et l'éducation des enfants à l'alimentation responsable et à la valeur des aliments, à travers, par exemple, des activités de jardinage. On vous a mis un lien aussi là, vers l'outil complémentaire, évidemment. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. Merci beaucoup de votre présence, votre participation.